Bonjour Renaud Angers, Bonjour. bienvenue sur la chaîne vidéo de l'IFNAT, l'Institut français de naturopathie. Aujourd'hui, on va parler d'ostéopathie, puisque c'est votre fonction. Je vais peut-être vous laisser vous présenter dans un premier temps. Ouais, je m'appelle Renaud Auger, je suis donc ostéopathe. J'ai commencé plutôt avec le sport. J'ai fait donc une licence en activité physique adaptée et santé qui m'a emmené vers le soin. Et donc j'ai enchaîné avec l'ostéopathie. Donc école d'ostéopathie, je me suis installé en cabinet libéral après. Et donc on est ici dans mon cabinet à Biarritz. Voilà, donc je reçois des patients, tout type de patients, du nourrisson aux sportifs, les femmes enceintes, etc. Dans le sens où je trouve que ça va dans le sens de ma profession, de voir un peu La globalité. la globalité. Voilà. Ce qui rejoint un petit peu le côté naturopathie que nous, on va voir dans le pratique, voilà, à tout point de vue. Ouais. Aujourd'hui, on va parler des troubles musculo-squelettiques avec vous. Déjà, est-ce qu'on pourrait définir un petit peu ce que c'est qu'un trouble musculo-squelettique? Ouais. Donc, le trouble musculo-squelettique, c'est une appellation assez large. Ça parle de toutes les affections qui touchent les articulations et les structures périarticulaires, donc autour de l'articulation. Donc, ça va être l'articulation dans son sein interne, c'est-à-dire le cartilage qui l'entoure, mais aussi la capsule articulaire, les ligaments, et plus large, les muscles, les nerfs périphériques, notamment aussi. Voilà, les tendons. Donc, c'est un panel de pathologies qui touchent tout l'appareil, ce qu'on appelle périphérique. D'accord, très bien. Et on va parler un peu de stress aussi, puisque nous, c'est vrai qu'on se rend compte qu'en cabinet, moi je sais que dans mon activité par exemple, les gens font souvent un lien, on fait souvent un lien entre le corps et l'esprit. Et si on parle de stress, est-ce qu'il peut y avoir une incidence justement entre le stress qui est subi, déjà de définir un peu peut-être ce que c'est que le stress, mais est-ce qu'il y aurait un lien entre justement ce stress-là et des troubles musculo-squelettiques que vous rencontrez vous en cabinet ostéopathie? Oui, bien sûr, il y a un lien qui est vraiment présent. C'est-à-dire que déjà, si on parle du stress, qu'est-ce que c'est que le stress? Le stress, déjà, c'est une stimulation. Alors, elle peut être émotionnelle, elle peut être physique, qui est considérée comme une agression, un danger pour l'organisme. Donc ça va être propre aussi un peu à chacun. C'est donc le cerveau qui va interpréter ça. Suite à cette interprétation, on va avoir deux répercussions. Une qui est plus sur le plan hormonal et une sur le plan nerveux. Donc on va commencer par le côté hormonal. Donc c'est l'hypothalamus qui va interagir avec l'hypophyse, puis avec les surrénales, qui sont des glandes qui sont ici. Ça va permettre de libérer dans la circulation sanguine générale des hormones, donc principalement adrénaline, noradrénaline et cortisol, qui vont aller dans l'ensemble de l'organisme. Voilà, donc ça c'est la première partie. Et on a la deuxième partie qui est la partie plutôt nerveuse. Donc rapidement, j'explique un peu comment fonctionne le système nerveux. Le système nerveux, donc c'est deux parties. La partie somatique, donc qui est plutôt consciente, et la partie autonome qui gère les activités de récupération, le métabolisme, on va dire, donc, dont la digestion entre autres. Ce système autonome est divisé en système parasympathique qui a une tendance à aller vers la récupération et orthosympathique ou sympathique qui prépare à l'action. Quand il y a donc une stimulation perçue comme dangereuse, eh bien, on va avoir une hyperactivation du côté sympathique, donc préparer à l'action, et une baisse des fonctions de récupération. Donc, la finalité de ces deux processus, c'est que le corps est préparé à un danger en fait. Donc, il est préparé à un danger, donc on va avoir un changement du métabolisme qui permet d'avoir de l'énergie en quantité plus rapidement. Ça met dans un état d'hypervigilance aussi pour être prêt à l'action. Voilà, c'est des réflexes de survie à la base. Mais, voilà. Donc ça, c'est comment fonctionne le stress, et c'est un processus en soi qui est plutôt bon parce qu'il permet la survie. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est moins confronté à des stress pour l'instinct de survie, mais en tout cas, nos ancêtres, ça leur a permis de se sauver de situations un peu compliquées
quand ils étaient livrés à eux-mêmes dans la nature ou des choses comme ça, si je caricature un peu. Le stress a vraiment eu du sens et a sauvé des vies. Et il en a encore dans une situation d'urgence, si on est en voiture ou je ne sais quoi. Mais le problème, c'est quand ce stress, il est constant, il devient chronique, donc il dure dans le temps. Et c'est-à-dire qu'on utilise des systèmes qui sont normalement ponctuels sur le long terme. Et là, ça va avoir des conséquences sur l'organisme et qui sont délétères. D'accord. Donc ça a plusieurs conséquences. C'est assez large. On peut, on va dire, trouver 3 grands thèmes. Donc ça va être au niveau mécanique et postural, au niveau hormonal, pardon, et au niveau, pas vraiment hormonal, je disais plutôt au niveau métabolique et au niveau psycho-émotionnel. Donc, si on commence sur le côté mécanique, qui est assez simple à comprendre, c'est-à-dire que, donc on a dit, ça nous met en position pour pouvoir intervenir, pour pouvoir notamment courir, et ça va jouer notamment sur la respiration. C'est-à-dire que au repos, on a une respiration principalement abdominale, qui se fait par le diaphragme, c'est le ventre qui se gonfle, qui se dégonfle. Quand on est en situation de stress, mais aussi à un effort, quand on fait un footing par exemple, on ne respire pas avec le ventre, il est plutôt contracté, c'est plutôt rigide ici, et on va avoir une respiration plutôt thoracique et haute ici. Donc en utilisant des muscles qui sont des muscles inspirateurs accessoires, notamment des muscles cervicaux, pour respirer. Très bien quand c'est pour aller courir, moins bien quand c'est à long terme, dans le sens où ces muscles ne sont pas faits pour travailler sur le long terme, ils vont se rigidifier, se fibroser, tirer sur leurs insertions cervicales, les côtes, et puis on a une rétraction ici, c'est-à-dire qu'on ne vient pas utiliser le diaphragme dans son amplitude maximale, donc ça va venir changer la posture. Schématiquement, j'exagère un peu, je vais me mettre de profil comme ça, on va venir finalement se refermer sur le diaphragme qui est plutôt rigide, hyper solliciter des muscles cervicaux, on cherche toujours à garder le regard droit, donc on va venir comprimer les cervicales et hautes ici. Mon centre de gravité a une tendance à se décaler vers l'avant, j'augmente la contrainte lombaire, c'est-à-dire que le bras de levier augmente, donc la contrainte sur les articulations augmente. Mes épaules vont avoir une tendance à s'enrouler vers l'avant, ça va modifier les axes de travail, notamment des muscles, des tendons de l'épaule. Et voilà comment on peut arriver à un tas de troubles musculo-squelettiques, justement. Donc ça va être des cervicalgies, des dorsalgies, parce qu'on a une espèce de ce qu'on appelle une syphose, un enroulement, des lombalgies, des problèmes d'épaule, etc. Et on peut imaginer plein de choses. Donc, ça, c'est grosso modo sur le plan mécanique, postural, c'est un peu le truc type, on va dire, du stress. Ouais. Donc d'où l'intérêt pour les personnes qui sont stressées un peu de manière chronique et qui me disent, moi je l'entends souvent en cabinet, mais c'est ma nature, je suis comme ça, je suis stressé, même sans situation particulière, je suis stressé. De peut-être avoir ce travail sur le diaphragme là, parce que très souvent on se rend compte que c'est des gens qui sont complètement noués. Les gens qui disent j'ai la boule au ventre, c'est un peu ça, c'est ce diaphragme qui est complètement bloqué. Et on le voit, c'est vrai que les épaules partent en avant, le cou part un petit peu en avant aussi. Exactement. Et d'accord, donc là il y a un travail à faire en ostéopathie, j'imagine. Oui, en ostéopathie, et puis aussi la personne d'elle-même a aussi un travail d'ouverture à faire, de respiration, d'activité physique. Il y a une histoire un peu d'hygiène de vie, mais c'est la complémentarité entre l'ostéopathie et la naturopathie. Ça a vraiment du sens de pouvoir travailler sur les différents systèmes. Ouais. Et pas que pour ça, justement, parce que ça a donc des répercussions donc, métaboliques, ce que je disais. Donc, c'est-à-dire qu'on disait qu'il y a des adaptations, donc sans rentrer dans le détail, qui permettent d'arriver à une création, une libération, enfin, de l'énergie, on va dire, disponible rapidement avec la situation stressante. Et ça a une conséquence, c'est que soit on utilise cette énergie, et tant mieux, mais si on ne l'utilise pas, on ne va pas savoir quoi en faire, et donc on va avoir, ça va se stocker, donc souvent, alors selon les personnes, ça va être plutôt soit sous forme de graisse, donc surcharge pondérale, mais on peut aussi avoir des fontes musculaires
hein, donc une baisse de la tonicité musculaire, de la tonicité posturale, qui va venir modifier aussi cet équilibre et favoriser des TMS, dans le sens où les articulations sont tenues par les muscles. S'ils sont plus faibles, eh bien, on a plus de chances de développer des pathologies. D'accord. Et puis le poids fait qu'on augmente la contrainte, donc ça va être souvent les genoux, les hanches. Voilà. D'accord. Et ça, cette fonte musculaire, c'est quoi? C'est lié à un phénomène un peu de catabolisme du fait de la consommation énergétique? Qu'est-ce qui entraîne? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une réaction qui permet d'avoir des glucides rapidement disponibles dans le sang. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Ok, très bien. Voilà, et puis il y a un côté qui est plutôt psycho-émotionnel, c'est-à-dire que cette hypervigilance constante, eh bien, elle n'est pas physiologique et on se retrouve avec un épuisement souvent, donc de la fatigue chronique. On peut avoir des troubles anxieux, des dépressions. Et en fait, ce contexte psycho-émotionnel, eh bien, il a une tendance à rendre la personne plus vulnérable à des stimulations qui seraient bénignes normalement. C'est notamment c'est des gens qui vont nous dire j'ai soulevé un pot de fleurs qui faisait 500 grammes et pourtant je me suis bloqué le dos. Voilà, c'est-à-dire qu'ils étaient arrivés à leur capacité d'adaptation, il suffisait de quelque chose de minime pour qu'ils développent une pathologie. Ouais. Nous, ce qu'on rencontre aussi, moi qui travaille beaucoup sur des cas de burn-out, c'est des gens qui sollicitent beaucoup leur glande surrénale avec le cortisol et qui à un moment donné arrivent à un épuisement surrénalien et un effondrement un peu justement de toutes ces hormones-là qui sont les hormones de la vigilance, etc. et qui au contraire deviennent complètement léthargiques d'un seul coup en disant je ne peux plus rien faire. Là, je suis vraiment léthargique et c'est l'étape souvent d'après si on a négligé tous ces signaux d'alerte dont vous venez de nous parler. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'on est en phase maximale et quand ça tombe, c'est l'effondrement et par contre, c'est violent. Comme vous dites, c'est le burn-out. Donc c'est très important finalement à la fois tenir compte de ces signaux d'alarme et puis de pouvoir les corriger via l'ostéopathie, via la naturopathie, d'avoir ces approches si possible en amont correctives. Plus on est dans une démarche de prévention, mieux c'est. Mais c'est aussi possible de le travailler un petit curatif, mais c'est bien de se rendre compte de ces phénomènes avant qu'ils soient arrivés à un stade trop. Tout à fait, les considérer. Et d'ailleurs, c'est l'intérêt de ces vidéos d'information, de pouvoir justement sensibiliser les gens à ces phénomènes-là, qu'ils puissent comprendre souvent ce qui leur arrive. Parce qu'on parle du stress, mais finalement, c'est un mot qui est utilisé un petit peu à bon et mauvais escient, à toutes les sauces. Et puis voilà, on ne met plus généralement d'explications derrière. Donc là, c'est bien que vous puissiez nous remettre un peu d'anatomie, de physionomie là-dessus. Ok. Sur le plan... pour peut-être voir pour les gens qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement. Absolument. Quand ils sont dans cette situation-là. Ce qui se passe, c'est qu'on a cet état d'hypervigilance d'une part, donc qui fait plutôt appel au mental, et puis ces symptômes physiques, les TMS, qui font donc appel au corps. Et puis les deux s'entretiennent. Ça nous fait une espèce de boucle entre l'hypervigilance qui favorise les troubles physiques et ces troubles physiques augmentent encore le problème. Donc il faut essayer de casser un peu cette boucle. Donc ça va être déjà, si possible, essayer d'analyser quels sont ces éléments, ces stimulations considérées comme on disait au début, comme dangereuses ou comme agression. Donc, déjà les identifier et voir si on peut agir concrètement dessus. Déjà, sur les sources en fait, voilà, c'est ça. la cause. Tout à fait. Donc déjà ça c'est une première étape. C'est pas forcément toujours possible, il y a des contraintes qui sont là. Et après ça va être d'apprendre finalement à faire face à ce stress, mais d'une façon qui est moins délétère pour l'organisme. D'accord. Donc ça passe souvent, ça peut être des psychothérapies. Il y a des outils, notamment en méditation, qui sont intéressants, qui permettent de reconnecter le mental et le corps, mais dans quelque chose de plus stable, de plus simple, sans partir toujours dans une extrapolation, de surenchère encore. La cohérence cardiaque aussi, on l'utilise pas mal, ça permet de poser un petit peu la machine et se dire relativiser un peu, avoir un moment pour ne pas prendre justement tous ces stimuli pleine face et réagir. Exactement, c'est modifier sa façon de faire face, c'est exactement ça. Et puis après, il y a travailler sur le corps, donc moi c'est mon domaine, mais
C'est plus large, ça par l'activité physique d'une façon générale, des exercices, des postures de yoga par exemple, qui visent à ouvrir, comme on disait, la rigidité abdominale qu'on va trouver. Et puis bien sûr les thérapies manuelles comme l'ostéopathie, qui vont permettre d'agir sur les symptômes physiques, mais aussi sur l'état d'épuisement mental par rebond, voilà, les deux allant ensemble. Ok, très bien. Voilà. Bon, mais c'était très clair. En tout cas, ça nous a permis d'avoir un petit peu mettre un petit peu en avant les effets du stress sur les troubles musculaires, musculo-squelettiques et puis d'autres phénomènes, on l'a dit, hormonal, métabolique, etc. Et puis surtout, la conclusion, c'est de ne pas attendre justement trop longtemps, de surveiller tous ces signes, en fait, de ne pas accepter ce stress chronique. Surveiller ces signes-là et puis mettre des choses en place, que ce soit la méditation, que ce soit rechercher les causes, et puis l'ostéopathie en fait partie pour corriger tous ces troubles-là justement. Merci beaucoup Ronan pour votre intervention, on vous retrouvera prochainement. On vous retrouvera également dans le cycle de praticien de santé naturopathe de l'IFNAT à compter de la rentrée prochaine, donc en janvier, sur tous les modules de physiologie, anatomie, voilà. Donc on sera ravis de vous retrouver dans ce cursus intensif. Pareillement pour moi. À bientôt. Allez, au revoir.